Activité du président du FASO et du président du CNT. Ils ont reçu aujourd'hui plusieurs personnalités au menu. Les élections de 2015 et le budget du Burkina Faso en 2015 également. Et puis une conférence pour contribuer à la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. C'est une initiative de la coordination des associations islamiques de l'ouest de notre pays. Et puis violences faites aux femmes et aux filles, préoccupation du ministère en charge des femmes qui entend intensifier la campagne contre cette situation qui se banalise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h sur la télévision nationale du Burkina Faso. Audience du président Michel Kafando, le président du Faso a reçu deux personnalités, Madame Hélène Légal, conseillère Afrique du président français François Hollande, et Madame Laure Rédifer du département Afrique du FMI. Le calendrier électoral et le budget 2015 de notre pays étaient au menu. Compte rendu signé Alassane Zéo, Nicolas Zigani. Nous avons parlé des chantiers des autorités de transition, donc en premier lieu la préparation des échéances électorales, avec donc cette idée d'avoir au mois de janvier un chronogramme fixé pour toutes ces échéances qui doivent avoir lieu avant novembre 2015. Nous avons parlé aussi d'autres sujets qui occupent en ce moment les autorités, comme les sujets qui ont trait à la justice, les sujets qui ont trait à la bonne gouvernance financière. La France est là pour soutenir les autorités dans leur travail. Donc c'est ce que j'ai exprimé au président de la transition. On a passé aussi un peu en revue les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France dans les différents domaines, que ce soit l'aide au développement ou que ce soit les questions de sécurité avec la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, où nos deux pays travaillent de concert avec aussi les pays de la région. Nous sommes venus, premièrement, pour aider à préparer le projet de budget de 2015, pour avoir un budget crédible et réaliste, pour aider les PTF d'accélérer les engagements pour 2015 et pour faire une évaluation de la situation macroéconomique révisée, parce qu'il y a des tendances récentes qui sont un peu difficiles avec les prix d'or et du coton et l'impact de la crise régionale d'Ebola. Il faut réviser le cadrage macroéconomique et faire une mise à jour de la situation macroéconomique, notre évaluation de la situation macroéconomique. La deuxième tâche est de discuter avec le gouvernement de transition leurs souhaits pour leurs engagements programmatiques avec le FMI à l'avenir. Et la troisième tâche est pour discuter quelques réformes qui sont en train. La gestion des ressources naturelles, le secteur coutumier, la cohérence et transparence de la planification budgétaire et l'exécution budgétaire. De son côté, le président du CNT, Chérif Sy, a reçu l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso et le responsable Afrique du ministère danois des Affaires étrangères au menu de la transition qui devrait prendre fin en novembre 2015. Reportage de Adama Koulibaly. Reçu en premier, le diplomate américain en poste à Ouagadougou a voulu cette rencontre pour prendre contact avec les membres du Conseil national de la transition. Les défis de cette transition jusqu'aux échéances électorales de 2015 étaient au centre des échanges. Pour nous, bien sûr, c'est les élections comme priorité. Et pour les élections, comme vous le savez, on a tout un dossier qu'il faut traiter. Et nous voulons voir, en parlant du calendrier, l'échéance, parce que tout le monde parle de novembre, mais on ne sait pas ce qui se passe en janvier, en février, etc. pour arriver à ces dates-là. On parle du fichier électoral, on ne sait pas exactement. La question des Burkinabés de l'étranger, est-ce que c'est discuté, est-ce que ça ne va pas être discuté? Et puis bien sûr, plus important, le budget. Est-ce qu'il y a un financement pour accompagner, pour faire des élections? La responsable du département Afrique au ministère danois des Affaires étrangères est quant à elle venue féliciter le Burkina pour la mise en place des organes de transition, notamment le CNT. Nous avons parlé, bien sûr, premièrement, nous avons salué, comme le Danemark, l'adoption de charte de la transition. Deuxièmement, nous avons aussi félicité tous les acteurs parce qu'il y a encore beaucoup de acteurs avec le travail fait, le sens de compromis
et d'aboutir à des solutions consensuelles. Ça, c'est vraiment important. Nous avons, troisièmement, aussi échangé sur le travail qui reste à faire, la période de la transition. Je pense que nous avons eu l'impression très positive. Il y a des bonnes chances et je pense qu'il y a des possibilités très positives pour avancer. Les États-Unis et le Danemark, à travers la voix de leurs diplomates, s'engagent à soutenir le Burkina pour une sortie effective de crise et la restauration d'un état de droit. Et puis, le RPN, Rassemblement Politique Nouveau, a organisé une conférence de presse ce mardi 17 décembre 2014 ce mercredi 17 décembre 2014 à Ouagadougou. Le RPN a donné son point de vue sur la gestion de la transition où il perçoit, selon lui, quelques erreurs. Le reportage est de Bouma Ernest de Nébier. Le Rassemblement Politique Nouveau, RPN, dit être en proie à des inquiétudes quant à la gestion de la transition. Pour le président du parti, si les autorités de la transition n'y prennent pas garde, elles risquent de tomber dans les mêmes erreurs du régime déchu de Blaise Compaoré. Par leur façon d'agir, parce que ce sont des éléments qui étaient tous dans le CDP. Donc leur manière, ça n'a pas changé. On ne change pas du jour au lendemain. C'est pourquoi on a dit qu'ils n'ont qu'à prendre d'abord leurs dispositions. Il y a beaucoup de choses. Si on nous demande, nous allons le dire partout. Partout où on nous interpelle, nous allons donner notre position ferme. Selon le Rassemblement Politique Nouveau, il y a de nombreuses incohérences dans la charte de la transition. Le président du parti s'insurge contre les acteurs de l'insurrection populaire qui a mis fin au pouvoir de Blaise Compaoré pour n'avoir pas tenu compte de ses propositions du 3 novembre 2014 pour ce qui était de la mise en place des organes de la transition. Des propositions qu'il a jugées pertinentes pour une réussite de la période transitoire. Nous reprochons plus de 12 choses à la charte, parce que la charte a été concoctée à la hâte. Une charte doit donner le chronogramme de mise en œuvre de la transition. Est-ce que c'est fait? Ce n'est pas fait. Une charte pour faire quoi? C'est une charte pour se partager des postes. C'est ce qu'on a remarqué. Outre les reproches faits à la charte de la transition, le RPN dit constater une erreur de forme dans la suspension du CDP, de la DFRDA et de la FEDABC. Dans l'arrêté, ils ont prononcé la suspension du CDP et de la DFRDA. Or, dans la loi, qui eux-mêmes ils sont servis, ils ont fait référence, cette loi dit que dans cet arrêté, ils doivent mettre le motif. Qu'est-ce que le CDP a fait, le parti a fait exactement, et ils doivent mettre aussi la durée de la suspension, qui ne peut pas excéder 3 mois. Il a fallu que les radios privées nous interpellent, que l'on dise là, que le ministère revienne après pour faire un communiqué pour dire que non, que c'est 3 mois. Mais dans l'arrêté, déjà, il y a la faute. Cette conférence de presse a été également l'occasion pour le parti de revenir sur ses objectifs. Des objectifs parmi lesquels l'éclairage de la lanterne du peuple burkinabé par des informations saines et justes, la défense légale des intérêts moraux et matériels des citoyens et l'unité des peuples africains. Et puis la coordination des associations islamiques de l'Ouest a organisé ce dimanche 14 décembre 2014 à Bobo-Dioulasso une conférence sur la contribution des musulmans à la consolidation de la démocratie. Cette conférence a vu la participation de plusieurs associations islamiques venues de divers horizons. Le reportage est signé Ali Traoré. C'est cette lecture de Coran qui a donné le ton à cette conférence organisée par la coordination des associations islamiques de l'Ouest. Une conférence qui porte sur la contribution des musulmans à la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Nous sommes conscients que depuis les événements du 31 octobre 2014, le Burkina a entamé une nouvelle ère de démocratie dans notre pays. Et il faut dire aussi que les musulmans, comme de nombreux citoyens, ont un déficit de compréhension en ce qui concerne la démocratie et les institutions de la République. Donc cette conférence est destinée à mettre les gens au point afin qu'ils sachent ce que c'est que la démocratie, comment ça fonctionne et éventuellement donner leur contribution en tant que citoyens du Burkina Faso. Des contributions qui permettront sans doute d'apporter une touche à l'édification de la nation. Il est bon que le message que l'islam a apporté pour l'humanité
pour sa miséricorde, il est bon que les musulmans, les responsables, ceux qui se disent responsables, qui doivent rendre compte demain, qu'ils puissent de façon courageuse apporter leur pierre à l'éducation de cette société. Et c'est pour cela que nous disons que 65% de cette masse, si elle n'est pas éduquée, comme Dieu le veut, mais comment on peut développer ces pays? On ne peut pas les développer. Donc nous pensons que cette responsabilité des responsables musulmans, c'est ce que nous essayons de susciter. Venus du sud-ouest, des cascades, de la boucle du Moun et des hauts-bassins, ces leaders religieux devraient à leur tour transmettre le même message aux membres de leur communauté. Il s'est ouvert hier dans notre capitale un atelier de 2 jours sur l'utilisation des différents manuels de la CEDEAO. Objectif, permettre aux acteurs qui ont reçu la formation de sensibiliser les populations sur les questions de bonne gouvernance. Reportage signé Claudine Bikaba. C'est au regard du constat de la montée du terrorisme sur le plan international et sous-régional que le projet UNCCT UNESCO a été mis en place par l'UNESCO. Ce projet est dans sa phase de mise en œuvre, d'où cet atelier. La stratégie consiste à former un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués dans des actions d'éducation, des actions de sensibilisation, des actions de communication, dont les journalistes, radio, télé, presse écrite, etc. Donc ceux qui sont dans les centres d'alphabétisation, ceux qui sont les chefs religieux, les chefs coutumiers, tout le monde. Donc on a choisi un certain nombre pour les former, les outiller, pour que ceux-là, disons, puissent mener sur le terrain des activités de sensibilisation et de communication. Au cours de cette formation, ces différents acteurs vont être imprégnés des questions de culture de la paix, prévention et gestion des conflits, de la citoyenneté et du civisme, de la démocratie et bonne gouvernance et enfin des droits humains. Si vous avez une personne qui est consciente de ses droits, qui respecte, qui connaît ses droits humains et qui se comporte en bon citoyen, nous avons résolu beaucoup de choses. Parce qu'en ce moment, nous n'aurons pas de conflit. C'est parce que souvent, il y a une méconnaissance des droits, de ces droits et des droits des autres, que nous entrons en conflit. Et si, en ce moment, s'il n'y a pas de conflit, les institutions démocratiques vont bien fonctionner. Au terme de ces 2 jours de formation, ces participants devraient être aptes à aider les masses à adopter des comportements à même d'éviter des conflits et à promouvoir la paix, gage de tout développement. Et puis la banque danoise Nordea Bank a signé hier un accord de prêt avec le Burkina Faso d'un montant de près de 27 milliards de francs CFA. Cette somme doit servir au financement du projet de conception et de livraison d'un cloud national. Le cloud est une plateforme qui va proposer des services informatiques à tout le monde sur l'étendue du territoire national. Reportage signé Frédéric Etienne Bassenga. La réalisation du cloud national peut maintenant démarrer. À travers cet échange de documents, ce sont près de 26 milliards 371 millions de francs CFA qui sont alloués au Burkina Faso sous forme de prêts par la banque danoise Nordea Bank. Vous savez que ce projet e-Cloud est un projet d'envergure nationale, c'est un projet structurant et la seule difficulté qui se posait, c'était son financement. Nous venons d'avoir le financement et pour nous, c'est une étape essentielle dans le déroulement, je dirais, de ce projet-là. Et cette signature va nous permettre effectivement de mettre en place tout le dispositif nécessaire et puis au bout du compte d'avoir véritablement un changement dans le comportement, un changement pour que nous puissions aboutir justement à ce que nous appelons donc la société de l'information. Le cloud national est une innovation qui va proposer un ensemble de services informatiques sous forme de services à la demande. Il sera accessible de n'importe où au Burkina Faso, n'importe quand et par n'importe qui. Cet instrument permettra de mutualiser les ressources et par la même occasion de réduire les dépenses par sa rapidité et sa flexibilité. Un travail de 30 jours par exemple pourrait avec cette plateforme se faire en 2 jours. Un projet très important parce que ça va offrir
des produits de qualité dans le domaine des TIC. Et en matière d'éducation, en matière de santé, ces technologies pourront contribuer à améliorer les services. Ce sont au total 36,5 milliards de francs CFA qui seront nécessaires à la réalisation de cette plateforme. Et pour le reste, c'est une autre banque danoise qui va s'en charger, la banque Danida. Et puis la gestion axée sur les résultats est au centre d'un atelier organisé par le Fonds d'entretien routier du Burkina Faso. Une rencontre qui va permettre aux participants de maîtriser les notions de la gestion axée sur les résultats. Le reportage de Ernest Kambiré. Les besoins d'entretien routier se multiplient de façon exponentielle et le challenge primordial du Fonds d'entretien routier du Burkina réside à plusieurs niveaux. La mobilisation, la collecte des ressources conséquentes, la pérennisation des financements et surtout leur utilisation efficiente à travers une organisation et une planification conséquente. C'est pour partager cette vision et les valeurs organisationnelles qui doivent guider le Fonds d'entretien routier du Burkina pour les années à venir que cette rencontre se tient sur la gestion axée sur les résultats. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde où il faut vraiment aller vers les résultats. À ce titre, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut. Donc la gestion axée sur les résultats permet de savoir d'ores et déjà où l'on veut aller. Et à ce titre, on alloue les ressources qu'il faut pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. La mise en œuvre du plan stratégique 2015-2019 du Fonds d'entretien routier du Burkina implique l'adoption de l'approche axée sur les résultats, une démarche plébiscitée par les ONG et structures à travers le monde. Elle permet d'améliorer la prise de décision, la transparence, de clarifier les priorités en matière d'entretien routier. L'entretien routier consiste après avoir construit une route neuve, alors il faut la maintenir dans le temps. Parce que dans la construction de la route neuve, il y a une durée de vie déterminée par la route. Pour qu'on puisse obtenir cette durée de vie, il va falloir entretenir la route. Alors l'entretien c'est défini en deux concepts. L'entretien courant qui consiste à boucher les nids de poules, à faire les travaux élémentaires chaque année. Et l'entretien périodique qui demande plus un travail beaucoup plus lourd qui se fait selon la nature de la route, qu'elle soit une route bitumineux ou une route en terre, environ 5 à 10 ans. Outre l'aspect incitatif du cadre institutionnel qui favorise l'atteinte des résultats dans le respect des enveloppes allouées, la gestion axée sur les résultats intègre un type nouveau de management qui précise les rôles des différents acteurs dans l'organisation du travail sur le terrain. Les services des douanes se modernisent davantage. Elles vont passer à l'utilisation du scanner pour mieux faire leur travail, c'est-à-dire dans l'efficacité et la rapidité. Une vingtaine d'agents seront formés pour l'utilisation de cet appareil pour lutter contre la fraude. Le reportage est de Abdelaziz Yagibou. L'administration douanière burkinabé et la société d'inspection Cotecna SA. Un tandem dont l'histoire à elle seule révèle une grande capacité de mobilisation de recettes au profit du budget de l'État. Une réalité qui est bien souvent restée à l'ombre d'une caméra. Dans un contexte mondial où les échanges commerciaux deviennent de plus en plus importants, les moyens modernes de détection et de lutte contre la fraude, les deux partenaires se donnent tous les moyens pour être à la hauteur. Cotecna et les douanes du Burkina Faso proches se mettre sous le viseur du scanner pour une vraie estimation des marchandises. Et ces agents outillés et jugés aptes devraient être mis à contribution pour relever le défi. Nous avons suivi de bout en bout la formation depuis le 8 et actuellement nous pouvons vous affirmer que nous sommes vraiment outillés pour pouvoir donc mieux identifier et à savoir la nature, l'espèce des marchandises pour que nous puissions être plus efficaces sur le terrain. En cas de doute, fini les éternels déchargements et rechargements. Le scanner, un outil performant, fait gagner en temps et en efficacité. Les marchandises ne vont plus être déchargées à tort et à travers. Elles vont être déchargées si nécessaire. Parce que avec les vues que les scanners vont permettre, les agents de douane sauront à peu près ce qu'il y a dans le camion.
Et donc, ça va réduire énormément la fraude, donc en conséquence, augmenter les recettes douanières. Ce dispositif vient s'adosser à un autre pas des moindres qui permet le suivi satellitaire des marchandises depuis l'embarquement jusqu'au débarquement. Il est prévu dans le cadre du projet scanner 2 volets. Et le premier volet consiste à intégrer les scanners existants qui n'avaient pas été opérés depuis un certain temps. De nos jours, ces scanners sont fin prêts. Tous ces sites, le site de Ouaga Inter et celui de Bobo Rinter, sont désormais fonctionnels et les opérations de scanning vont bientôt commencer. Il se trouve que l'aéroport également dispose de scanners dans le magasin fret à l'aéroport, à l'export et dans le magasin import. Le deuxième volet va consister à livrer un scanner plus performant qui remplacera celui de Ouaga Inter, qui est un scanner moins performant et moins adapté aux besoins des activités de ce bureau de douane. L'administration douanière Ecotecna, qui respire ce bol d'air frais, promet dans les jours à venir d'autres innovations à même de contribuer efficacement à renflouer les caisses de l'État. La FAO fait le bilan de 7 ans d'activité dans le domaine agro-silvopastoral au Burkina Faso. Ce bilan va se faire au cours d'un atelier qui se tient à Ouagadougou. Le reportage est de Bouma Ernest Nébier. La FAO a pendant 7 ans intervenu dans le domaine agro-silvopastoral au Burkina à travers des projets et programmes. C'est ainsi que dans le domaine des productions animales, 16 projets ont été mis en œuvre, dont 12 ont permis de mener des actions de capitalisation de cheptels, petits ruminants de porc ou de volailles locales en faveur des ménages vulnérables. Ces projets, appelés projets petit élevage, ont donc permis de distribuer à plus de 20 000 ménages vulnérables environ 30 000 reproducteurs de petits ruminants, 80 000 reproducteurs de poules locales, 4 000 ovins d'embouche et 2 700 porcs. C'est pour faire le bilan de toutes ces interventions que la structure a organisé cet atelier, une rencontre qui devra également permettre à la FAO de mieux orienter ses interventions futures au Burkina. C'est ce que nous avons fait de 2007 à 2014 en matière d'élevage à cycle court et nous allons regarder un peu les résultats que nous avons obtenus. Dans quel intérêt? Le premier intérêt, c'est de montrer un peu au pouvoir public, aux populations, ce que nous faisons. Deuxième intérêt, regarder un peu les résultats, les juger et voir comment, pour l'avenir, faire, comment les améliorer. En 7 ans, qu'est-ce que nous avons pu faire? Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que ça a été moins bien fait? Nous allons faire ce bilan ensemble et voir aussi ensemble comment améliorer nos méthodes d'intervention, nos financements, pour que les résultats à venir soient encore meilleurs. Le ministre des Ressources animales, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier de capitalisation, a salué les efforts de la FAO et du PAM pour ces résultats déjà engrangés. Des efforts qui permettent de lutter contre la pauvreté dans les différents ménages au Burkina Faso. Front social, le torchon brûle entre les travailleurs et la société minière Belaouro située à Inata dans le Soum. Au cours d'une conférence de presse tenue le 15 décembre 2014, la direction de la mine a donné sa version des faits. C'était en présence de notre reporter, Sylvestre Da. Au dire de la Direction générale des sociétés minières de Belaouro SMB, la crise a débuté dans la nuit du 4 décembre dernier au sein de son site d'exploitation d'Inata dans la province de Soum. Au cours d'une assemblée générale des travailleurs convoquée par les représentants à l'effet de restituer les résultats d'un atelier de réflexion sur les pistes de solutions visant la réduction des coûts de production de la société, une partie des travailleurs aurait décidé alors, séance tenante, d'aller en grève sans préavis. Nous n'étions même pas au courant qu'il y avait une grève qui allait se produire. À notre grande surprise, à 22h30, un nombre d'employés ont demandé de rencontrer le directeur général pour leur dire qu'ils étaient en grève. Immédiatement, ils ont arrêté l'usine, ils ont occupé l'usine et vers 5h du matin, ont envoyé leur plateforme revendicative. Plateforme, comme je vous dis encore, n'a jamais fait l'objet de discussion. Le directeur général adjoint de la société minière admet néanmoins que certains points de la plateforme sont connus de l'équipe dirigeante grâce à une précédente plateforme. Des points sur lesquels des négociations et des actions étaient en cours au dire des animateurs du point de presse. Demander un 13e mois dans une période où nous traversons des difficultés économiques, c'est un peu compliqué à satisfaire. Et aussi, ils ont demandé la couverture santé à 100%,
ce que nous leur avons dit n'est pas réalisable actuellement. Actuellement, la couverture santé qu'on a, les employés bénéficient de 80% de couverture pour ce qui est des consultations et des ordonnances, mais de 100% lorsqu'il s'agit d'hospitalisation, y compris l'évacuation. Donc nous avons dit, nous estimons que la société a quand même apporté un apport à ce niveau. Il y avait 66 expatriés. En l'espace de 18 mois, nous avons ramené à 30. Et tous ces postes qui ont été remplacés, on a remplacé des nationaux à ces postes-là. On a fait des promotions pour que les nationaux occupent ce poste. Donc, comme je vous ai dit, la plateforme revendicative qui est là, c'est un peu compliqué pour nous de comprendre qu'est-ce qui a entraîné ça. La direction générale de la SNB s'est dit ouverte au dialogue. Les travailleurs, eux, conditionneraient tout début de négociation au départ de 2 membres de l'équipe dirigeante, dont le directeur général. Du blocage qui en résulte, la société estime ses pertes à 900 millions de francs CFA en l'espace d'une semaine. Pour une sortie de crise, nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de faire l'état des lieux, voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui peut être fait. Et nous sommes en discussion avec notre autorité de tutelle pour voir dans quelle mesure on peut reprendre le travail. Mais c'est clair qu'il y a des décisions à prendre concernant la situation qui a été créée. La législation du travail existe et nous allons suivre la législation du travail. Nous n'allons rien faire hors de la légalité et nous avons toujours dit aux employés, restons dans le cadre légal. Si vous avez des revendications à faire, faisez-le, que ça soit fait dans le cadre légal et nous allons discuter. En tout état de cause, la direction générale dit avoir décidé de la suspension de ses activités de production depuis le 12 décembre et a ordonné l'évacuation des sites d'exploitation du Nata. Et puis, réponse des travailleurs qui refutent les accusations, mais se disent prêts à une discussion pour une sortie de crise heureuse. C'est Sylvestre Da, encore pour le reportage. Nous trouvons que la grève était valable et légitime. Et illicite pour illicite, l'administration aussi a fermé sans crier gare. Vous voyez un peu, ils disent qu'ils ont fermé à l'issue de la grève. Pour nous, c'est un look-out que l'administration a effectué. Et cela, ils ne l'ont pas fait dans les règles de l'art. Eux aussi, ils sont dans l'illégalité. Nous avons été reçus par le directeur qui est sur le site. Il nous a fait comprendre qu'il n'a pas de mandat dans ses prérogatives pour discuter de notre plateforme. Nous avons ensuite eu la visite de l'inspecteur du ressort qui a demandé à ce que les 2 parties s'asseyent pour faire une conciliation. Malheureusement, l'administration n'a pas voulu s'asseoir sur la même table que nous, ce qui a contraint l'inspecteur à recevoir les 2 parties différemment. Il a échoué. Ensuite, il y a le haut commissaire qui est venu. Nous sommes dans une entreprise où il y a des travailleurs qui ont fait 5 ans sans avancer. On demande à ce que d'abord on revoie la réclassification des travailleurs, et d'avoir un plan de carrière et de faire des évaluations périodiques, c'est-à-dire annuelles des travailleurs, mais également nous demandons le départ des expatriés. Mais avant d'en arriver à cela, les travailleurs ont trouvé que c'était l'occasion de décrire la gestion du directeur général et un de ses alliés, notamment M. Idé, et Seydou et de Ouedraogo Raphaël. Ils ont demandé leur départ sans condition parce que pour les travailleurs, ils pensent que ces derniers sont les bourreaux. Il faut que l'administration se prononce parce qu'ils ont suspendu leur activité. Les travailleurs ne savent pas actuellement dans quelle disposition se trouve leur contrat de travail. Et notamment, nous invitons l'administration à la réouverture, mais également à faire un examen de conscience pour voir et épuiser la plateforme des travailleurs. Nous avons entendu de par la presse que l'administration voulait reprendre, mais sans les délégués et le membre du comité de crise. Alors, cette déclaration a été confirmée par l'avocat de l'administration. Ce matin, on était en audience parce qu'on a une affaire en cours arbitrale. Et nous trouvons que c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils nous disent qu'on ne veut pas négocier et ils veulent se passer des travailleurs notamment les délégués qui sont habilités à faire des négociations. Voilà, la violence à l'égard des filles et des femmes au centre d'un atelier, une rencontre d'information et de sensibilisation organisée par le ministère en charge de la femme en vue de la mise en œuvre du programme de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Reportage de Amadine Lalsaga et de Haruna Mari. Des chefs coutumiers, des leaders d'associations et des élèves de la région du centre s'imprègnent ici du programme conjoint gouvernement burkinabé Système des Nations Unies. Un programme axé sur la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Il s'agira pour eux d'échanger et de faire des propositions pertinentes pour sa mise en œuvre. On a besoin de leur contribution
Parce qu'il faut passer obligatoirement par eux, parce qu'il y a le phénomène socio-culturel qui est là. Et il y en a qui croient que la violence, c'est normal. La violence à l'égard de la fille et de la femme, c'est normal. Il faut qu'on leur organisation pour que ces gens-là sachent que hommes et femmes ont les mêmes droits. La question de l'élimination des violences faites aux femmes exige la conjugaison des efforts de tous les acteurs. Pour aboutir à des résultats probants, le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre réalise des sorties conjointes dans 4 des 6 régions que couvre le programme pour des séances de sensibilisation. Et puis, circulation de la route, un accident a fait 7 morts. Le drame s'est produit dans la nuit de mardi à Salah sur l'axe Sabou-Léo. L'accident a concerné un camion de transport mixte qui venait de Bonyounou. Le reportage de Isaïe Parkouda. Ils ont quitté Bonyounou dans la province du Zirou pour se rendre à Ouagadougou. Malheureusement, ils n'arriveront pas à bon port. Démarré vers 22h selon le chauffeur, c'est aux environs de 3h du matin que le drame s'est produit ici à Salah. Et toujours selon le conducteur, c'est à l'amorce d'une descente que la charge a basculé la carrosserie et il était impossible pour lui de maîtriser le camion. Résultat, 7 personnes ont perdu la vie sur place, dont 5 femmes. C'est une triste nouvelle qui nous plonge également dans une grande tristesse. Je voudrais traduire nos sincères regrets et notre grande compassion. C'est des personnes qui sont allées sur des marchés pour récolter des céréales à revenir placer dans leur village afin d'obtenir quelque chose. Alors donc, c'est certainement des soutiens pour des familles qui sont parties. Des blessés, il y en a eu également 7. Et grâce à la promptitude des secours, ils ont été évacués à l'hôpital de l'Amitié de Koudougou. Quand nous quittions les lieux du drame, on procédait à l'identification des corps. Et puis sport, le ministère des Sports et Loisirs à la rencontre des fédérations sportives de notre pays. C'était hier après-midi au stade du 4 août. Le colonel David Cabré a situé le sens de la mission à la tête du ministère des Sports et Loisirs. Amado Ilboudo, Lassina Sawadgo. C'est leur premier face-à-face depuis la prise de fonction du nouveau locataire de l'immeuble du Faso. Objectif, tracer les sillons d'un nouveau pacte entre le ministère des Sports et Loisirs et les fédérations sportives. En ligne de mire, la réforme des sports et loisirs au Faso. Il paraissait important pour nous de les prendre contact avec eux pour décliner nos intentions à la tête de ce département-là. Et puisque nous sommes venus pour une durée d'1 an, et nous n'avions pas en tout cas le temps d'attendre. Et ça nous a permis en tout cas de dire toutes nos intentions, un peu comme un programme qui n'est pas formel et qui appelle les fédérations sportives vraiment à s'engager à nos côtés pour pouvoir développer un certain nombre d'activités. Un premier face-à-face qui a permis de planter le décor avec comme leitmotiv la définition du statut du sportif, le renforcement de la structure mère, le CNOSB qui pourrait avoir enfin un siège grâce à l'ambassade du Japon. Le siège, c'est plus d'1 milliard, mais je pense que quel que soit ce qu'ils vont nous donner, on pourra commencer en attendant. Je vous dis franchement que je suis content parce qu'on s'est battu depuis de longue date et ça a abouti. Ça a commencé par juste déposer une demande au niveau du Japon. Ils m'ont donné des directives de suivi et c'est arrivé jusqu'au bout. Les gens pensent qu'ils ont 8 mois, 9 mois de fonctionnement, mais s'ils posent les jalons là, je pense qu'après, pour continuer, ça ne sera pas difficile. La question des bourses aux footballeurs est revenue sur la table. Un réaménagement est prévu afin de responsabiliser les clubs dans la gestion avec un cahier de charges entre les différentes parties. Les autres fédérations ont quant à elles souhaité avoir elles aussi leur part du gâteau. Les fédérations doivent être reçues individuellement à partir de ce jeudi pour approfondir la réflexion. Voilà, c'est la fin de votre... Merci de l'avoir suivi. Je serai tout à l'heure en votre compagnie pour le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Au revoir et dans quelques minutes.